La formation professionnelle, un outil efficace de lutte contre le chômage des jeunes et des femmes au Mali, c'est le thème de la rentrée solennelle de la formation professionnelle 2022-2023. Elle s'est ouverte hier à Missabougou sous la présidence du ministre en charge de l'entrepreneuriat national. On en saura un peu plus tout à l'heure avec Nyanya Aliou Traoré. Et nous irons à Sinsina, c'est dans la commune rurale de Sanakoroba. Dans ce village, c'est désormais le vivre ensemble qui est le maître mot depuis le retour à l'autorité traditionnelle. Toutes les décisions importantes sont prises à la faveur du conseil de village avec la participation des autorités politiques et administratives locales. Focus sur Sinsina dans ce 13h avec nos envoyés spéciaux. Ravi de vous retrouver, je le disais à l'instant, la rentrée solennelle de la formation professionnelle 2022-2023 s'est ouverte hier au centre de formation professionnelle de Missabougou sous la présidence du ministre en charge de l'entrepreneuriat national. Le thème cette année porte sur la formation professionnelle, un outil efficace de lutte contre le chômage des jeunes et des femmes au Mali. Un message fort des autorités de la transition pour pallier les problèmes d'employabilité des jeunes au Mali. Nyanya Aliou Traoré, Aboubakar Traoré. Ici, à Missabougou, plusieurs disciplines sont enseignées. Et en cette journée de rentrée solennelle de la formation professionnelle 2022-2023, l'assistance a eu droit à des démonstrations grandeur nature. Derrière moi, un mur en crépissage. Je vous ai dit que sous-finition, la finition du bâtiment. Et là, vous avez commencé la formation depuis combien de temps? Depuis 14 mois. Non, ça se passe très bien. Ils sont maçons, électriciens ou encore plombiers en herbe et ils constituent sans grand risque de nous tromper l'avenir de la nation et c'est là les autorités de la transition l'ont comprise. Je reconnais le besoin crucial d'engager cette jeunesse qui est une vraie opportunité pour Mali si elle est formée et a accès à des opportunités de participer à la transition et à la transformation socio-économique du pays. La symbolique que prend cette cérémonie traduit notre état d'esprit, celui de hisser le message de la formation professionnelle et l'emploi au cœur de toutes nos actions de développement afin de donner de l'espoir à cette jeunesse anxieuse de son devenir. La formation professionnelle, un outil efficace de lutte contre le chômage des jeunes et des femmes au Mali. C'est le thème choisi et il tombe à pic pour les acteurs du domaine qui ont formulé des doléances en vue de consolider les acquis. Le Mali croit, interpelle tous. Pour ma part, je sollicite la diligente à restaurer la taxe de la formation professionnelle au Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, le FAFA, afin de lui permettre de relancer les activités de l'apprentissage du type dual pour les jeunes apprentis. Malgré de nombreux efforts consentis par les plus hautes autorités, un changement de paradigme s'avère donc indispensable pour relever les défis du moment. Pour notre part, nous insistons sur une gestion partenariale de la formation professionnelle impliquant tous les acteurs du secteur, mais portée par le secteur privé et soutenue par le public. Les partenaires à la formation ont rassuré l'assistance de tout leur accompagnement. La cérémonie a pris fin par la visite des ateliers de coupe et de couture. Le président du Conseil économique, social et culturel a accordé hier 2 audiences aux acteurs du transport au Mali. Yacouba Katile s'est entretenu avec le groupement professionnel des transports du Mali et le nouveau bureau du Conseil malien des chargeurs. Le résumé de Mamadou Fane. La problématique du secteur des transports au cœur des échanges entre la Fédération des groupements professionnels de transport du Mali et le président du Conseil économique, social et culturel. Le groupement des transporteurs reçu en audience ce matin par Yacouba Katile était venu faire part des difficultés qu'il traverse actuellement. Rien qu'à voir aujourd'hui, ce secteur-là ne permet plus de nourrir son homme. Et nous avons des sociétés qui ont peut-être 50 à 100 véhicules, mais qui peinent à boucler la fin du mois. Et nous avons des routes défectueuses. Nous avons aussi un problème d'accès au financement. Nous avons des problèmes relatifs aux faux frais.
À travers cette visite-là, nous demandons au Conseil de faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour que nous puissions avoir gain de cause sur un certain nombre de problèmes. La seconde audience accordée ce matin par le président du Conseil économique, social et culturel est celle réservée au tout nouveau bureau du Conseil malien des chargeurs. Le président du Conseil malien des chargeurs était venu présenter son bureau au président de la 8e institution de la République. Nous venons de rencontrer le président du Conseil économique, social et culturel. Nous sommes venus lui présenter le nouveau bureau, demander son accompagnement, ses bénédictions. Et on a échangé sur quelques questions. Comment faire en sorte pour que notre bureau arrive à donner plus de visibilité au Conseil malien des chargeurs, pour que les importateurs, les exportateurs et les transiteurs, et tous ceux qui ont besoin de cet outil-là, sachent que nous sommes là pour eux, pour faciliter le travail à eux, pour faciliter de façon générale l'approvisionnement du pays en toutes sortes de produits. Au sortir de cette audience, le président du Conseil malien des chargeurs s'est dit comblé des conseils donnés par le président Katilé. Il a souhaité son accompagnement pour que le Conseil malien des chargeurs puisse relever les différents défis qui l'attendent. Comment faire pour dépolitiser l'administration malienne? La question est au centre d'un atelier à Bamako. Un document de stratégie nationale élaboré pour rendre notre administration plus efficace au service des usagers sera analysé. La rencontre organisée par le ministère de la refondation de l'État et des relations avec les institutions se donne 2 jours pour proposer des solutions idoines à cette problématique. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Modibo Mariko. Des nominations non conformes à la réglementation en vigueur, de la corruption sans s'en inquiéter des conséquences, des passages illégaux de catégories de fonctionnaires, de l'attribution de quotas aux partis au pouvoir et ses alliés pendant les recrutements, les manifestations de la politisation de l'administration sont aussi diverses que variées. À travers l'organisation de cet atelier, le département de la refondation de l'État entend prendre la mesure du phénomène. Le phénomène a pris des proportions inquiétantes ces dernières années, avec son corollaire de crise de confiance entre les acteurs de la gestion de l'administration et les usagers des services publics. Il est impérieux de trouver des garde-fous face à l'ampleur du phénomène qui va crescendo. Mon département a mis en place un processus d'élaboration d'une stratégie nationale de dépolitisation de l'administration publique. Cette rencontre de 2 jours permettra du coup aux participants de l'intérieur du pays et de la capitale de faire un vrai diagnostic du phénomène en vue de proposer des solutions appropriées. La violation des règles de déontologie et d'éthique a acquis droit de cité dans notre pays au point où certains agents ont conclu à l'idée selon laquelle il n'y a guère de promotion sans coloration politique clairement affichée au profit d'un parti au pouvoir ou de son allié potentiel, au détriment des critères de compétence, de mérite, de performance. Le défi à relever demeure important. Et seule une volonté politique inébranlable permettrait d'inverser la tendance. L'atteinte des objectifs de cet atelier permettra du coup aux acteurs étatiques et non étatiques de marquer l'esprit des populations par l'engagement des plus hautes autorités à créer un environnement propice à la satisfaction des besoins fondamentaux des usagers de l'administration publique. Lancement des activités de coaching de 1026 femmes entrepreneurs et promotrices d'activités génératrices de revenus. Elles sont inscrites à l'utilisation de la plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole. Ces femmes venues des 6 communes de Bamako renforcent leurs capacités sur la vente en ligne, le marketing digital et l'exposition de produits. C'est une initiative du ministère en charge de la promotion de la femme à travers le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant. Awadit Makamara.
Le ministre en charge de la promotion de la femme à l'écoute de ses sœurs. Le cadre est convivial car il s'agit de mettre sur la table les difficultés auxquelles celles-ci sont confrontées, notamment le financement des activités génératrices de revenus. Le but de l'exercice est d'arrondir les angles afin de favoriser l'épanouissement de la femme. Déjà, les difficultés énumérées commencent à trouver un début de solution. Plus de 1000 femmes seront formées en coaching et le commerce électronique. La première vague de 60 femmes entrepreneurs est lancée. La formation porte sur la vente en ligne, le marketing digital et l'exposition des produits. L'initiative est du département en charge de la promotion de la femme à travers le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant. Elles bénéficient du soutien financier et technique de ONU Femmes. Elles entreprennent beaucoup de choses, mais elles ont des difficultés à faire vendre leurs produits et à faire connaître leurs produits à travers le monde entier. De redynamiser leur entreprise et de les booster un peu sur le monde virtuel surtout. En plus du coaching, les 1026 femmes entrepreneurs et promotrices d'AGR sont initiées à l'utilisation de la plateforme africaine intitulée « 50 millions de femmes africaines ont la parole ». Cette activité s'inscrit dans le cadre des actions d'appui du gouvernement et de ONU Femmes pour faciliter l'accès aux services digitaux pour les entreprises féminines et aussi pour faciliter l'intégration au niveau sous-régional mais aussi mondiale. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication permet à ces femmes entrepreneurs de surmonter beaucoup d'obstacles. Le sentiment qui nous anime aujourd'hui, c'est du fait que je suis rentrée dans la vente en ligne pour vendre mes produits, vendre mon entreprise, avoir des opportunités qui peuvent développer mon entreprise. Plus il y a des femmes au travail, plus l'économie prospère. Renforcer leur autonomisation est une condition indispensable à l'instauration d'un développement durable. Tout à fait, Awama. Partons à présent dans la commune rurale de Sanankoroba, précisément à Sinsina. Dans ce village, c'est désormais le vivre ensemble qui est le maître mot depuis le retour à l'autorité traditionnelle. Pour preuve, toutes les décisions importantes sont prises à la faveur du conseil de village avec la participation des autorités politiques et administratives de la localité. Focus sur le village de Sinsina avec nos envoyés spéciaux Tamsir Diabaté et Toumani Diabaté. On passe quelques heures à Sinsina. Le Mali, berceau des grands empires, fort de cette réalité historique, le moment est donc venu d'interroger le passé sur le rôle et la place des chefferies traditionnelles dans la gestion de la cité. Et la réponse du président Goïta est de faire de la gouvernance traditionnelle une réalité, donner aux chefs traditionnels ce qui leur appartient pour un Mali refondé. Les valeurs que vous défendez sont bien celles sur lesquelles repose notre nation, à savoir les usages et les coutumes qui sont par nature marqués du sceau de la continuité. Voilà une des raisons toutes simples qui accréditent votre légitimité sociale. Oui, ce acte historique semble changer la donne. De Kouyambane à Tombouctou, en passant par Massina, Sido et jusque dans le Méguétan. Et nous voici à Sinsina, dans la région de Koulikoro. Ici, l'agriculture est l'activité principale, avec une population de 1803 habitants et 182 ménages. Sinsina est l'une des plus grandes agglomérations et la plus ancienne de la commune rurale de Sanankoroba. Selon les autochtones, c'est un village qui a été créé vers les années 1235 par Bolifemba Doumbia, descendant de Fakoli. À Sinsina, le signe annonciateur de retour de l'autorité des légitimités traditionnelles est visible par le fait que le drapeau symbole de l'État flotte devant le vestibule du 27e chef de village. Moussa Fankelen Doumbia porte son insigne de chef traditionnel avec honneur et fierté. Ka musaka sigi ko musaka minge dutu kula don ya falo ya ni de
Et c'est pourquoi d'ailleurs, à cette occasion, il n'y a personne sous l'arbre à palabres du village. Tous les conseillers se dirigent vers le vestibule. Compte tenu du poids de l'âge du chef de village, c'est son premier adjoint, Minata Madou, qui préside le conseil, mais avec une attention particulière. La collaboration entre la chefferie et les autorités politiques et administratives s'est renforcée, d'où la présence du maire de la commune rurale de Sanankoroba au conseil du village. Le maire vient annoncer la bonne nouvelle à la chefferie. À l'issue de cette rencontre, autorités politiques et coutumières ont tenu à saluer et remercier les autorités de la transition pour avoir honoré les légitimités traditionnelles. Ça a conscientisé tout le monde, et le chef de village et les villageois, et même nous les élus. Parce que nos premières autorités, c'est les chefs de village. Et nous, on est obligés de travailler avec les chefs de village. Surtout le village de Sinsina, c'est un village déjà engagé sur nos us et coutumes. Jamna e bolo min kan anga ala deide anga heretro abe dinga min gono anga bo dinga kono o baraw damne len deni bon mo mbe sigi yoro kielen kuna ko dila bara de bola. Justement, après le conseil du village, le premier adjoint au chef de village vient rendre compte dans la plus grande courtoisie mandingue. Si Sinsina est un exemple en matière de paiement de taxes et impôts, ces braves femmes sont d'un apport considérable. C'est pourquoi le financement d'un projet de maraîchage pour les femmes de Sinsina à la demande des légitimités traditionnelles est accueilli avec une joie immense. Les légitimités traditionnelles n'en demandaient pas mieux. Et désormais, le colonel Assimi Goïta entre dans l'histoire à travers cette décision qui se concrétisera ce 11 novembre 2022. Oui, transition toute trouvée. Le 11 novembre est une date instituée par le décret présidentiel du 4 mars 2022 pour la célébration de la journée dédiée aux légitimités traditionnelles. En prélude à cet événement mémorable, la chronique Un jour, une formule a épinglé ce concept millénaire dont la revalorisation est désormais en marche, nous dit Sori Ibrahima Keïta. On les savait profondément ancrés dans les racines des sociétés qu'elles représentent et largement investies de pouvoirs presque illimités. Mais vouloir leur revaloriser et davantage les impliquer dans la vie politique, économique et sociale et au nom de la refondation de l'État et de la nouvelle gouvernance, il n'y a pas de doute, les incontournables méritent d'être canonisés. C'est une organisation qui sert de quoi de transmission entre la population et les décideurs. C'était des autorités reconnues et acceptées de tout le monde. C'est ce qui leur donnait leur légitimité. La légitimité traditionnelle, c'est une autorité morale, généralement admise par le groupe social. Cette autorité-là est l'émanation d'une volonté populaire. C'est un pouvoir qui est conféré à un individu selon des critères tellement bien définis et presque identiques, c'est tellement semblable que
Les hommes ont même pensé que ces légitimités traditionnelles-là sont des pouvoirs divins. La légitimité traditionnelle repose sur le caractère obligatoire de la règle coutumière. Dans la société, on obéit par tradition au chef. Les limites de son pouvoir sont définies par la coutume elle-même. L'autorité repose sur la transmission naturelle et continue du pouvoir conféré via des règles ancestrales, coutumes, habitudes, relations patriarcales ou dynastiques. Des théoriciens comme Max Weber ont dénombré 3 types de légitimité: la légitimité traditionnelle, la légitimité charismatique et la légitimité légale ou rationnelle. Que ce soit un chef de village, il peut être le descendant de l'ancêtre éponyme. Il peut être le représentant de la volonté clairement exprimée du groupe de mettre celui-là à la tête du groupe. Il peut être le représentant du culte qui justifie d'une certaine connaissance et surtout d'un certain nombre de qualités morales qui font que lui-même il devient une autorité en la matière. Quand une autorité traditionnelle parle, on ne conteste pas. Mais je pense que quand on dit légitimité traditionnelle, ça veut dire que vous venez de loin et vous êtes quelqu'un qui est ancré dans notre société. Il y a quelqu'un qui est respecté, qui est reconnu, et quand il parle, tout le monde se met au rang. Ils ont presque tout le pouvoir sur ses semblables parce qu'ils ont la confiance de tous ceux qui vivent sous le même toit que lui. Le chef de village, il est celui qui règle tous les problèmes. Parce que tout problème porté au niveau du vestibule du chef de village est examiné et réglé à ce niveau. Ils sont reconnus au niveau de la base, au niveau des populations, au niveau des quartiers, au niveau de nos mosquées, au niveau de nos églises. Bon, quand vous voyez, il fallait tout simplement un encadrement. Et cet encadrement est parti du président de la République qui les a octroyé des insignes, des attestations. Et c'est une grande reconnaissance. Cette action de reconnaissance, d'abord veut dire quoi? Il faut que ces chefs de village qui sont maintenant officiellement reconnus reprennent le pouvoir en main. Ces gens insignifiants qui sont devenus pratiquement les miroirs des villages, il faut les mettre de côté. Il faut que ces chefs traditionnels-là soient mis à l'abri du besoin. Il faut qu'ils soient protégés. Il faut qu'ils aient la force publique à leur disposition. Il faut qu'ils aient une formation solide aujourd'hui par rapport à la loi. Parce que la légitimité et la légalité viennent de se rencontrer. Tout ce que je crains, une fois qu'il y a la valeur, une fois qu'il y a le prestige, les hommes ont tendance à se mêler dans cette histoire. Comme tout phénomène de l'ère contemporaine, les légitimités traditionnelles ont leur côté, équation à plusieurs inconnus. Mais une seule constante, nous sommes tous devenus plus que Thomas d'Aquin. On croit à peine même ce qu'on voit. C'était l'essentiel de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis et bel après-midi de vendredi.